La théorie des jeux, c'est étudier les différents types de jeux possibles, les différentes stratégies disponibles et les équilibres entre adversaires. Alors on va principalement étudier les jeux avec 2 joueurs, comme les échecs, et la théorie des jeux, elle a de nombreuses applications, et notamment en économie. Par exemple, 2 entreprises A et B qui sont sur le même marché, chacune a à sa disposition différents types de stratégies, comme le type de produit qu'elle va fabriquer, la qualité des produits, le prix, etc. De même, l'acheteur et le vendeur, ils ont des intérêts opposés. On peut considérer que ce sont comme les adversaires d'un jeu. Et quand il s'agit de fixer le prix, c'est qui est-ce qui va gagner ce jeu. Alors, il y a de nombreux mathématiciens qui ont gagné la récompense qui s'appelle le prix Nobel de l'économie. Le plus célèbre étant John Nash, qui a trouvé ce qu'on appelle les équilibres de Nash qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, il y a d'autres applications, par exemple aux relations internationales. Si vous avez 2 pays A et B qui convoitent les mêmes ressources ou le même territoire, on peut considérer que ce sont les adversaires d'un jeu. Alors, comme jeu que vous connaissez à 2 joueurs, vous avez bien sûr les échecs, les dames, le go, le réversi, le puissance 4, etc. Vous pouvez aussi avoir des jeux avec du hasard, comme le backgammon, le Monopoly ou des jeux de cartes. Et un autre grand classique qu'on va utiliser, c'est le jeu du morpion ou tic-tac-toe. Il s'agit de chacun son tour, un joueur doit poser soit une croix pour le premier joueur, soit un rond pour le second joueur. Et le premier qui aligne 3 croix ou 3 ronds a gagné. Alors évidemment, c'est un jeu pas très amusant, on s'en lasse assez vite, mais par contre c'est un jeu intéressant, par exemple, quand on veut programmer des jeux et étudier des stratégies. Le dilemme du prisonnier, c'est un jeu intéressant et un petit peu subtil en théorie des jeux. Vous avez donc 2 prisonniers, A et B, qui sont soupçonnés d'un cambriolage et qui passent devant le juge. Alors, le juge, il prend d'abord A dans son bureau tout seul, et A, il va avoir 2 options. Soit il est solidaire, c'est-à-dire qu'il va dire on est innocent, ni A ni B nous avons effectué ce cambriolage. Soit il peut trahir son compagnon et dire bah oui, c'est B qui a fait le cambriolage. Et plus tard, donc A il retourne dans sa cellule, le juge convoque B dans son bureau et B il peut faire les mêmes choix. Soit il est solidaire, il dit ah bah oui, on est innocent, on n'a rien fait. Soit il peut trahir et à ce moment-là, donc il dit oui, c'est A qui est le coupable, moi je suis innocent. Et donc il trahit son compagnon. Maintenant, en fonction des possibilités, le juge va prononcer sa sentence. Donc, si les deux sont solidaires, donc c'est-à-dire A il nie et B il nie. Alors en fait, A il va prendre 1 an de prison parce que quand même le juge il pense qu'ils sont coupables, c'est les seuls candidats coupables. Ils vont avoir 1 an de prison chacun. Si A et B ils se trahissent, alors le juge pense que non seulement ils sont coupables, parce que l'un a avoué pour l'autre, etc., et en plus ils ont trahi leur compagnon, donc en fait ils vont prendre 3 ans de prison chacun. Et maintenant, ça devient intéressant si A est solidaire, donc A dit non, non, on est innocent, mais B trahit. Ah oui, c'est A le coupable. Alors évidemment, comme B l'a trahi, le juge il a un témoin pour le cambriolage. Donc A, il va prendre 5 ans de prison. Et comme B, a priori, a dénoncé son camarade et en plus, il n'a pas été accusé, a priori, B, il est innocent. Et donc B ressort libre. Et c'est symétrique. Si A trahit et B est solidaire, alors A, il ressort libre et B, il prend 5 ans de prison.
Alors maintenant, réfléchissez, c'est un jeu qui demande un petit peu de réflexion pour voir que c'est pas si évident que ça. Vous êtes le prisonnier A, vous êtes convoqué devant le juge. Évidemment, vous ne pouvez pas communiquer avec l'autre prisonnier B ni avant, ni après, ni pendant. Qu'est-ce que vous faites? On va encoder ce jeu dans ce qu'on appelle la matrice des gains. La matrice des gains, ici, pour un jeu à 2 joueurs avec 2 stratégies, c'est tout simplement une matrice de 2. Donc, sur les lignes, ça va correspondre au joueur A et sur les colonnes, au joueur B. Le joueur A, il a 2 stratégies possibles, soit il est solidaire, soit il trahit. Et le joueur B, soit il est solidaire, soit il trahit. Maintenant, on va écrire les gains, ce qu'ils ont à gagner dans ces cases-là. Alors, s'ils sont tous les deux solidaires, on a dit ils prennent chacun 1 an de prison. Si le joueur A est solidaire, mais le joueur B le trahit, alors le joueur A il prend 5 ans de prison et le joueur B ressort libre. Et c'est symétrique si le joueur A trahit alors que le joueur B est solidaire. C'est le joueur B qui prend 5 ans de prison et c'est le joueur A qui sort libre. S'ils se trahissent mutuellement, c'est chacun 3 ans de prison. Alors maintenant, évidemment, d'un point de vue extérieur, c'est facile de voir quelle serait la meilleure stratégie possible si A et B pouvaient se mettre d'accord. Si A et B peuvent se mettre d'accord, ils doivent être solidaires tous les deux. Et à ce moment-là, ils prennent chacun 1 an de prison, ce qui fait qu'à eux deux, ils n'ont que 2 ans de prison. Et toutes les autres combinaisons donnent plus d'années de prison cumulées. Le pire cas étant, s'ils se trahissent mutuellement, ils font un total de 6 années de prison. Alors maintenant, imaginez que vous êtes le joueur A et puis vous vous êtes mis d'accord auparavant avec le joueur B. Oui, si on est pris, on est solidaire, coûte que coûte, etc. Mais si vous savez que le joueur B, il va respecter sa parole, vous avez tout intérêt, en fait, le joueur B, il va être solidaire. Vous, pour minimiser vos années de prison, vous avez tout intérêt à le trahir. D'accord? Donc c'est là un peu la subtilité du jeu. Alors, comme dans une matrice des gains, par tradition, le but est de maximiser ces gains. Ici, on ne veut pas avoir le maximum d'années de prison. On va ici, pour la matrice des gains, considérer l'opposé, c'est-à-dire le nombre d'années perdues en prison. Et évidemment, il s'agit de passer le moins de temps possible en prison. Donc, il s'agit pour le joueur A de passer le moins de temps, donc de sortir libre. Et évidemment, ce n'est pas compatible avec l'objectif du joueur B qui, lui, est de sortir libre aussi. Voici 2 autres exemples de matrice de gain. Tout d'abord, le jeu du tir au but où on a un tireur face à un gardien. Le tireur, donc du point de vue du rond central, soit il tire vers la gauche, soit il tire vers la droite. Et le gardien, toujours du point de vue du rond central, soit il part vers la gauche, soit il part vers la droite. On va considérer que si le gardien il part du bon côté, il arrête le but. S'il part du mauvais côté, le but est rentré. Donc, si le tireur tire vers la gauche et le gardien tire vers la gauche, le gardien il arrête le but et donc on considère que le gardien il a gagné, donc il marque un point et le tireur 0. Si le tireur tire vers la gauche et que le gardien est parti du mauvais côté vers la droite, à ce moment-là le but est rentré, c'est le tireur qui marque un point et le gardien 0. Évidemment, on a la situation symétrique. Si le tireur tire à droite, le gardien part du mauvais côté, c'est le tireur qui marque. Le gardien part du bon côté, c'est le gardien qui marque. Donc on a ici chacun a 2 stratégies gauche-droite. Voici un exemple où chacun a 3 stratégies. On a 2 joueurs A et B et ils jouent à pierre, feuille, ciseaux. Donc chacun décide dans sa tête de jouer soit pierre, soit feuille, soit ciseaux. Il montre son résultat en même temps à l'autre. Et donc, s'il joue la même chose, pierre, pierre, feuille, feuille, ciseaux, ciseaux, à ce moment-là, il y a match nul, 0 point chacun.
Et par contre, si par exemple le joueur A il joue ciseaux, alors ça dépend de ce qu'a joué le joueur B. Si le joueur B il a joué pierre, alors ciseaux, le ciseau il se casse sur la pierre, et donc c'est le joueur B qui marque un point, et le joueur A il a 0 point. Si par contre le joueur B joue feuille, le ciseau coupe la feuille, et donc c'est le joueur A qui marque un point, et le joueur B 0. Et on a déjà dit, ciseaux contre ciseaux, ça fait 0-0, et on recommence. Voici une autre matrice des gains qui correspond au jeu du cerf. Donc on a deux chasseurs A et B qui se lèvent le matin pour aller chasser. Et indépendamment, sans se concerter, ils ont deux choix. Soit ils vont chasser un cerf, soit ils vont chasser un lièvre. Alors, ils peuvent chasser le lièvre tout seul et ça va leur rapporter 1. Ils peuvent chasser le cerf, mais à ce moment-là, il faut qu'ils soient absolument tous les deux à chasser le cerf et ça leur rapportera 2 chacun. Alors, voici la matrice des gains. Donc, si les deux décident d'aller chasser le cerf, ils auront chacun 2. Par contre, si le joueur A décide d'aller chasser un cerf et le joueur B a décidé d'aller chasser un lièvre, alors le joueur A il se retrouve tout seul, il ne peut pas chasser un cerf tout seul, il aura 0, alors que le joueur B il aura récupéré son lièvre, il aura 1 point. Si les deux décident d'aller chasser un lièvre, ben, ils ont un lièvre chacun, ils ont 1 point chacun. Alors c'est un jeu qu'on appelle aussi le jeu d'assurance. Ça correspond par exemple à la situation où un pays peut décider soit de lutter contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire c'est aller chasser un cerf, soit ne rien faire, c'est la situation, la stratégie du lièvre. Donc, si tous les pays décident de lutter contre le réchauffement climatique, bah, le gain il va être énorme pour la planète et pour tout le monde. Si par contre un pays décide tout seul de lutter contre le réchauffement climatique et que les autres décident de ne rien faire, bah, le pays qui lutte contre le réchauffement climatique, ça va lui coûter très cher, il va dépenser beaucoup d'argent pour un gain qui va être nul, alors que les autres pays qui ne font rien, bah, ils ne dépensent pas d'argent, et donc ils vont gagner un petit gain. Donc il y a des jeux qui prennent leur intérêt lorsqu'ils sont répétés plusieurs fois. C'est l'exemple du jeu qu'on appelle tit for tat, qu'on pourrait appeler œil pour œil, dent pour dent. Donc on a deux voisins A et B, et donc chaque nuit ils peuvent soit ne pas faire de bruit, le silence, d'accord, soit profiter de mettre leur musique à fond, et donc ils sont contents d'écouter leur musique, mais par contre le voisin n'est pas content d'entendre la musique. Et donc voici la matrice des gains. S'il y a le silence tous les deux, bah, c'est 2 points chacun. Si par contre A fait silence et B met sa musique à fond, alors B il est content d'entendre sa musique, donc il gagne 3 points. C'est beaucoup mieux pour lui que le silence. Mais par contre A il entend la musique de son voisin qu'il n'aime pas du tout, et donc lui il est perdant, il gagne 0 points. Si tous les deux font du bruit, bah, c'est un peu la cacophonie, ils entendent un peu leur musique et ils n'ont que 1 point chacun. Alors, là où ça devient intéressant, c'est quelle stratégie élaborer quand on répète ce jeu chaque nuit. D'accord ? Donc vous avez la mémoire des nuits précédentes. Quelle stratégie vous adoptez? Alors soit vous adoptez la stratégie je me tais, je ne fais pas de bruit parce que j'ai peur de mon voisin. Donc vous faites le silence toutes les nuits, vous êtes le joueur A, vous faites le silence toutes les nuits. Bah, sûrement votre voisin il ne va pas s'occuper de vous. Il va finir par mettre de la musique toutes les nuits, et donc lui sera content et vous, vous ne serez pas content. Soit vous êtes le voisin pénible, vous mettez, quoi que fasse votre voisin, la musique à fond toutes les nuits, bah sûrement qu'à la fin, votre voisin, il va en avoir marre, il va mettre la musique aussi. Et en fait, vous pouvez aussi faire une stratégie, je fais aléatoirement du silence, du bruit, etc. Bon, quelle est la meilleure stratégie? On s'est aperçu qu'une des meilleures stratégies possibles, c'est la stratégie qui s'appelle coopération, réciprocité, pardon. Donc c'est une stratégie en 3 phases. Dans la première phase, vous faites la coopération, c'est-à-dire vous faites le silence et vous espérez que vos voisins fassent le silence. Vous voyez que c'est quand même la stratégie gagnant-gagnant où le total des points pour joueur A plus joueur B, c'est 4 points, on ne peut pas faire mieux. Maintenant, votre voisin, il peut en profiter. D'accord? Il peut se dire, ah bah oui, mon voisin il fait du silence, moi je suis le joueur A, le joueur B il se dit, ah bah, je vais faire un peu de bruit au cas où il fait silence.
D'accord? Donc si votre voisin commence à vous embêter, vous attaquez la phase de réciprocité. S'il fait du bruit, vous faites du bruit aussi. D'accord? Alors, c'est la situation, effectivement, c'est mieux que ne rien faire, peut-être, si votre voisin fait du bruit, mais c'est quand même une situation un petit peu perdant-perdant parce que la somme globale n'est que de 2 points. D'accord? Et donc, la troisième phase, c'est au bout d'un certain temps où il y a eu cette phase de réciprocité, donc œil pour œil, dent pour dent, et une phase de pardon, où vous essayez de voir si, en revenant à une phase de silence, votre voisin n'a pas compris la leçon et va aussi rentrer dans une phase de silence pour maximiser, revenir à cette phase gagnant-gagnant. Et vous recommencez donc la phase coopération, réciprocité, pardon, et c'est une des meilleures stratégies possibles.